On s'intéresse à Internet et aux réseaux sociaux. Aujourd'hui, les cas de harcèlement et les messages haineux y sont avérés. Certains publics, parfois mineurs, sont ciblés. La publicité, notamment politique, est quotidienne. Les fake news sont légion. Alors, faut-il réglementer? Et si oui, est-ce réaliste ou au contraire, carrément antidémocratique? Bienvenue sur le plateau de Versus. Et comme chaque semaine, 4 invités différents aux avis complémentaires. Gilles Van Den Burg, bonjour. Vous êtes député fédéral, chef de votre groupe Écolo et vous venez de terminer la présidence d'un groupe technique qui s'est penché sur ces questions. Asita Kanko, bonjour à vous aussi. Vous êtes députée européenne pour le compte de la NVA. Manon El Assaïdi, bonjour, vous êtes une spécialiste des réseaux sociaux, vous êtes directrice adjointe de l'agence Saper Védéré. Et puis Yves Collard, spécialiste vous aussi des réseaux sociaux, de l'internet, des fake news. Vous êtes actif dans la SBL Média Animation et professeur invité à l'IEX. Merci à tous les 4 d'être là. Gilles Van Den Burg, il y avait urgence à se pencher sur Internet, c'est la priorité malgré la crise et d'autres dossiers chauds sur la table politique? Alors, comme vous l'avez dit, il y a un comité d'avis à la Chambre qui s'est penché en fait, sur la question depuis plus d'un an. Donc, on a commencé en fait, les travaux avant la pandémie du Covid et on a auditionné plus de 25 experts et expertes pendant donc, plus d'un an pour justement aborder cette thématique complexe qui a des ramifications énormes, que ce soit en termes d'éducation, que ce soit en termes de réseaux sociaux, l'éducation numérique, que ce soit aussi en termes juridiques, que ce soit aussi, on a reçu aussi des députés français, on a reçu des députés allemands pour voir ce que faisaient les pays voisins. Et effectivement, nous avons atterri avec toute une série de recommandations qui ont été votées d'ailleurs la semaine dernière à la Chambre pour à la fois responsabiliser beaucoup plus fort les plateformes, donc Facebook, Twitter, Instagram, toutes ces plateformes numériques qu'on connaît, c'est-à-dire leur demander de se justifier si jamais non seulement elles enlèvent des posts ou si elles les gardent, parce qu'aujourd'hui, en fait, il faut bien se rendre compte que c'est la jungle sur les réseaux sociaux, dans le sens où les plateformes font ce qu'elles veulent. Elles vous disent, voilà, ce compte-là, j'ai décidé selon mes standards de le supprimer, ou cette publication-là, j'ai décidé selon mes standards de le garder, mais pour nous, ce n'est pas démocratique, et donc ça devrait être une instance démocratique, publique, qui devrait se pencher là-dessus. Et donc nous demandons, dans ces cas-là, à l'Europe, puisqu'effectivement l'Europe est plus fort que la Belgique seule face à des géants numériques comme Facebook, Instagram ou d'autres, de pouvoir forcer les plateformes à se justifier, à expliquer ce qu'elles vont faire avec telle ou telle publication qui aurait été signalée. On parle ici de publications signalées si les citoyens estiment qu'il y a haine, qu'il y a incitation à la haine, qu'il y a des propos faux, discriminants. Et donc ça, c'est vraiment le premier volet. Et le deuxième volet, c'est par rapport aux publicités. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit des entreprises, que ce soit des partis politiques, dépensent pour des millions d'euros par an en publicité. On estime qu'il faut protéger les mineurs. Aujourd'hui, un mineur de 13 ans qui peut avoir un compte Facebook peut recevoir des publications de tout type de partis politiques, y compris les plus populistes. Nous estimons qu'à 13 ans, nos concitoyens ne sont pas encore, formés à pouvoir recevoir ce type d'images et de vidéos et que donc il faudrait au moins pouvoir les protéger jusqu'à l'âge de 16 ans. Asita Kanko, c'est un message qui est audible au Parlement européen quand un pays dit au fait, nous, la Belgique, on trouve qu'il faut tenser Facebook et lui dire de revoir ses règles. On en pense quoi de votre côté du Parlement, si je puis dire? Écoutez, moi, au Parlement européen, je me suis également penchée sur ce genre de questions dans la commission Libé, qui s'occupe de tout ce qui est liberté civile, justice et affaires intérieures. Et on a récemment voté aussi pour l'aspect terroriste content online, donc avec des principes très clairs et une procédure à suivre pour qu'il n'y ait pas d'abus. Parce que quand on défend l'état de droit, on ne donne pas autant de pouvoir non plus aux plateformes pour remplacer un des trois pouvoirs démocratiques qui est la justice. Donc, ce n'est pas à eux d'aller déterminer tout de manière subjective. Donc il faut être très prudent. Une différence de point de vue, si je comprends bien, entre ceux qui disent on peut laisser les plateformes, ou en tout cas on doit les associer à la réglementation. On entendra l'avis des experts là-dessus juste après. Et puis vous qui dites non, c'est la justice qui doit garder la main. Non, il faut les associer. Je pense qu'il ne faut pas vouloir légiférer sur tout. Déjà, l'élégance, ce n'est pas quelque chose qu'on doit ajouter dans la loi. Moi, je suis moi-même victime de violences et de haine, comme de nombreuses femmes politiques aussi sur Internet. Pour vous donner un exemple, après l'affaire du Sofagate, quand j'ai commenté sur la Turquie, j'ai reçu en moins de 3 jours pas moins de 740 messages de haine, de violence, de menaces
passe via tous les canaux. Donc j'ai dû contacter Facebook avec quelques-uns de ces messages-là. Maintenant, ceci dit, il faut aussi développer le sens critique des gens. Il faut laisser les gens révéler qui ils sont sur les réseaux sociaux. On ne va pas demander aux réseaux sociaux ou à la justice de dire quel est le bon sens de l'humour ou pas. Donc il faut protéger la liberté d'expression, mais aussi protéger tout ce qui est respect, tout ce qui est sécurité. Il y a par exemple du contenu terroriste, comme ceux qui ont décapité ce professeur à Paris et qui ont mis ça en ligne, ou bien ceux qui motivent des gens à devenir radicalisés. Donc ça, on ne peut pas accepter des choses qui sont évidentes. Quand c'est évident pour tout le monde que c'est un contenu violent, c'est clair. Maintenant, en tant que mère, j'ai aussi une responsabilité, nous avons tous une responsabilité vis-à-vis de nos enfants et leur comportement sur Internet. Moi, je suis maman d'une fille de 13 ans. J'estime honnêtement qu'elle n'a rien à faire sur Facebook. Donc, elle n'a pas de compte Facebook. Elle n'en aura pas un bientôt. Maintenant, je dis que chaque parent décide de ce qu'il veut. On va entendre Yves Collard là-dessus parce qu'il piaffe d'impatience. Mais juste avant de vous entendre, je retourne chez Gilles Van Den Burg. On sent quand même plus qu'une nuance entre le parlementaire national, écologiste que vous êtes, la parlementaire européenne, NVA, qui est là en face. Vous comprenez quand même ce qu'elle vous dit. À un moment donné, elle se demande de quoi vous vous mêlez, quoi. Non, mais je pense que les parlements doivent se... Je vais juste préciser, en résumé, j'ai dit tout ce qui est interdit ou illégal hors ligne doit l'être aussi en ligne. Mais donc là-dessus, on est d'accord. Et d'ailleurs, la justice, aujourd'hui, par exemple, l'appel à la haine, c'est clairement illégal, c'est interdit. Donc la justice peut intervenir. Donc ça, c'est très clair. Il faut le faire plus vite, donner davantage de moyens à la justice pour le faire. C'est en route, le gouvernement fédéral, d'ailleurs, c'est dans l'accord de gouvernement. Par contre, il y a toute une série de zones grises où on a des discriminations, des incitations à des choses qui sont dérangeantes par rapport à son physique, ses orientations sexuelles. Mais tant que ce n'est pas de l'appel à la haine, ce n'est pas directement condamnable. Et donc c'est là où il est important que Facebook et les autorités publiques puissent avoir un dialogue pour effectivement, à un moment donné, quand des publicités ou des vidéos sont signalées, il faut pouvoir aussi les retirer ou alors expliquer pourquoi on les garde. Aujourd'hui, dans le débat public, ici, sur BX1, je ne peux pas dire n'importe quoi sur les personnes qui sont ici autour de moi, même si je n'appelle pas à la haine, parce que vous allez me reprendre, parce qu'il y a un code de déontologie journalistique, et c'est tant mieux. Sur Facebook, sur les plateformes, il n'y a pas tout ça. On dit quelque part un peu ce qu'on veut, sur les vidéos aussi, et c'est ça que nous voulons réglementer. Juste un mot sur la Belgique. Nous, ce que nous demandons, c'est que le gouvernement belge, dans le cadre des discussions européennes, notamment sur le Digital Services Act, qui est vraiment le code européen qui est en train d'être discuté, qui est en discussion. Mais donc c'est pour ça qu'on demande au gouvernement de prendre des positions dans les futures négociations. Yves Collard, qui a été très sage depuis le début. Oui, mais qui piaffe malgré tout, pour la simple et bonne raison qu'il ne faut pas exagérer les choses. Non, Facebook, non, les réseaux sociaux, ce n'est pas tout à fait la loi de la jungle. Il y a de la régulation, mais ce n'est pas une régulation qui vient des États. Ce n'est pas une régulation qui vient des opérateurs, c'est une régulation qui vient des gens eux-mêmes. Et ne vous en faites pas, quand des propos sont jugés inadmissibles par une communauté, ils sont parfois fortement réprimés, et parfois même exagérément réprimés. Donc, par rapport à ça, je me méfie quand même d'une tentative, alors si on est dans le paradigme sociologique, d'une tentative d'embourgeoisement, en quelque sorte, des réseaux sociaux, qui les transformerait en une espèce de scène sociale qui ressemblerait aux joutes verbales des salons aristocrates du XVIIIe siècle. Il faut savoir, c'est que si on va trop loin dans la réglementation, qu'est-ce qui va se passer ? Les réseaux sociaux n'attireront plus personne. Tant pis si ça évite simplement la publication de propos haineux. Alors, nous sommes bien d'accord pour dire qu'il faut condamner les propos haineux, les propos cybersexistes, les incitations à la haine, mais les lois existent déjà pour ça. Les lois existent déjà. Elles sont malheureusement pas très appliquées. Pour le cybersexisme, je ne suis pas certaine, mais ce n'est pas le débat. Mais c'est effectivement un autre débat, mais pour toute une série de catégories liées à la violence en ligne, il y a une série de lois qui existent déjà. Madame El Saïdi, qu'est-ce qui est réaliste finalement dans ce qui peut être mis en place et qu'est-ce qui relève du vœu pieux est-ce qu'on peut envisager de faire plier Mark Zuckerberg en personne alors que finalement il se soucie très peu sans doute de ce qui se passe au Parlement fédéral belge, voire au Parlement européen ? Alors, tout d'abord, il faut saluer cette intention, qu'elle soit européenne ou nationale, parce que pour l'état de droit, il est nécessaire aujourd'hui de marquer un signal fort. Ce qui est réprimable hors ligne doit l'être aussi en ligne. Sinon, on va se retrouver dans le tout est permis,
L'autorégulation, ça s'appelle aujourd'hui. Avec la régulation pure, c'est effectivement très étatique, c'est compliqué, on le verra après pour des questions architecturales, pour des questions autres, mais ça permet aussi en fait de rétablir le rapport de force avec ces géants face auxquels aujourd'hui on n'est pas crédible en tant qu'institution. Ça permet de recadrer le contrôle social. Si on marginalise un comportement, le contrôle social revient, cher à nous, les natives, ou ceux qui prônent un Internet peut-être un petit peu dans l'autorégulation. Mais en fait, évidemment, il y a ce que je disais tout à l'heure, la problématique qu'on se retrouve, peu importe les lois qu'on va mettre sur pied, face à une sorte de dérèglement lié à l'architecture même, à la philosophie même des réseaux, et également face, puisqu'on avait perdu un peu cette crédibilité, maintenant on a 3 grosses fédérations face auxquelles on va devoir être crédible. Voilà. C'est finalement très politique comme débat, parce que c'est un choix de société entre une société soit ultra-libérale, soit... Certains craignent trop réglementer. Vous me disiez, Monsieur Collard, qu'il y a parfois des lois qui sont presque contre-productives parce que quoi, si jamais on prévoit des sanctions, les fameuses plateformes vont hyper loin dans la censure. C'est le cas de l'Allemagne depuis 2018 qui a mis en place une loi extrêmement contraignante pour les plateformes numériques. Après 24 heures, si une plateforme numérique n'a pas retiré de son site un contenu haineux, elle est astreinte à une punition, une amende de 50 000 €. Du coup, la plateforme fait de l'excès de zèle. Elle retire a priori toute une série de contenus qu'elle juge potentiellement illicites, mais qui ne le sont pas en fait. Alors, dans la motion, M. Van den Burg, vous pointez, et c'est souvent le cas pour les observateurs critiques de l'Internet, les algorithmes qui seraient trop peu transparentes. Mais vous pouvez nous expliquer ça, et puis je voudrais entendre la réponse de la NVA et des spécialistes qui sont ici autour de la table, parce que finalement, demander à un algorithme d'être moins transparent, c'est peut-être aussi demander à un cuisinier de donner sa recette. Et ça, c'est compliqué. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire, vous ? Qu'est-ce qui vous embête dans ces algorithmes ? Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'évidemment, les plateformes numériques, Facebook, Twitter, Instagram, ce sont des modèles de business, ce sont des modèles commerciaux. Donc, quel est l'objectif ? C'est de maximiser le nombre de clics pour après pouvoir vendre de la publicité et vendre des vidéos. C'est un modèle commercial. Et donc, il y a un algorithme qui, en fait, pousse les publications les plus clivantes, voire les plus dénigrantes. Donc cet algorithme, c'est exactement ça. Donc si vous faites attention à ce que vous allez liker ou commenter, si vous mettez des points de vue très très tranchés ou très très durs, eh bien vous allez voir que votre publication va avoir plus de succès. Et donc si elle a plus de succès, l'algorithme va la faire voir par plus de monde. Et donc effectivement, cette tendance à quelque part biaiser le débat des algorithmes pour pousser vers je dirais, le plus extrême vers le plus clivant et peut-être vers le plus dénigrant par rapport à certains contenus, eh bien oui, nous pensons que c'est une difficulté. Donc c'est vrai que nous demandons à la fois une transparence, mais surtout, je pense aussi qu'il faut pouvoir, et c'est ce que je disais en introduction, les algorithmes permettent aussi de micro-cibler. Donc c'est ce que font les publicités Facebook, qu'elles soient électorales, donc des partis politiques, qu'elles soient commerciales par des entreprises, et donc en fonction de où vous habitez, de votre âge, de ce que vous avez cliqué la veille comme choix préféré pour faire vos courses ou autre, eh bien vous allez recevoir un certain type de publicité. Eh bien nous pensons qu'effectivement là aussi il faut de la transparence. Comme je le disais, il ne nous semble pas normal qu'aujourd'hui un enfant de 13 ans qui peut avoir un compte Facebook, eh bien reçoive des publications extrémistes par exemple de certains partis politiques. Ça ne nous semble pas normal. Et donc on demande la transparence là-dessus. Madame Kinko, vous c'est quelque chose que vous pourriez soutenir, ce contrôle des dépenses préélectorales, on va dire finalement. Écoutez, je pense qu'on va un peu essayer de créer une situation où on mettrait même un projet ou une loi derrière chaque être humain qui est assis dans un café. Parce que si, une fois que le Covid sera terminé et que les gens iront dans le café du coin, allez-y, écoutez ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Je pense que la société telle qu'elle est sur Facebook est telle qu'elle existe dans la réalité. Donc, Facebook n'est qu'un écran, en fait, de cette réalité qui est autour de nous. Est-ce que ça veut dire qu'on doit tout laisser? Non. Mais est-ce qu'on doit tout contrôler? Non. Moi, je pense que c'est une question d'équilibre. Et il faut aussi miser sur le bon sens des gens. On ne va pas commencer à avoir un nanny state, à babysitter tout le monde, à babysitter chaque comportement, à réguler chaque caractère. Je crois qu'il faut également miser sur le bon sens des gens, miser sur l'éducation et puis utiliser les lois qui existent, comme monsieur l'a dit, par exemple pour tacler tout ce qui est pornographie enfantine en ligne, tout ce qui est contenu qui peut susciter la radicalisation ou le terrorisme. Et il faut aussi lutter contre la désinformation. On travaille aussi beaucoup là-dessus parce qu'on ne peut pas, c'est pas en gommant une information fausse
fausses qu'on réussit à changer l'état d'esprit des gens. Donc il faut en retour avoir quelque chose avoir une réponse basée sur les faits, mais il faut que les gens aient une bonne éducation qui leur permet d'avoir la capacité de juger et de décortiquer ce qu'ils reçoivent. Ça, c'est des choses moi, je préfère qu'un enfant de 13 ans, que mon gosse soit bien éduqué, que mon gosse soit fort intellectuellement, ait un sens critique et dise, mais ça, on est en train de me raconter n'importe quoi. Mais quand vous parlez des algorithmes, il ne s'agit pas uniquement des réseaux sociaux. Vous allez dans un autre environnement, partez, je ne sais pas moi, en Islande ou au Danemark ou dans une autre région, vous allez tout de suite avoir des publicités qui sont liées à cette région en fonction de ce que vous cliquez et tout. Donc on ne peut pas non plus aller sur tout Internet et aller regarder les produits. Je trouve que ce qui est autorisé offline doit aussi être autorisé en ligne. Du style cibler des clients, ça fait partie de la vie normale de business. Et si on n'a pas envie, on peut décocher tout ça. Donc il ne faut pas être trop radical dans toute cette organisation. Une question pour nous cibler des clients, moi je parle en publicité électorale par rapport à des mineurs et par rapport à certains types de vidéos que des entreprises commerciales continuent à cibler. Il faut le savoir. Je pense que beaucoup de gens ne le savent pas. Beaucoup de gens ne le savent pas. Je pense qu'effectivement, sur les algorithmes, il faut de la transparence, mais il faut aussi pouvoir effectivement réguler. Mais comme c'est le cas aujourd'hui, on ne peut pas mettre n'importe quelle publicité électorale dans le journal, par exemple. On ne peut pas faire n'importe quelle publicité électorale sur BX1. On ne peut pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a des règles. Et donc, ce qu'on demande, c'est que ces règles qui existent dans la vie normale, offline, même en termes de déontologie, de code électoral, de débat. Moi, ici, on ne peut pas dire n'importe quoi et je m'en réjouis, parce que c'est ça la force de la liberté d'expression en démocratie, c'est qu'on ne peut pas dire n'importe quoi et des choses totalement fausses. Et donc, c'est ça qu'on demande pour les réseaux sociaux. Mais non, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Dames, je voudrais quand même entendre les spécialistes qui sont là par rapport à l'attitude pour les gens qui nous regardent et qui se demandent quand ils voient passer une fake news évidente. Quelle est l'attitude, je veux dire, citoyenne responsable ? Est-ce qu'on doit pointer le fait que c'est une fake news, ou bien, comme le disait aussi M. Van den Burg il y a quelques minutes, finalement, les fake news, c'est du clic, et donc si on les démonte, eh bien, on attire l'attention dessus en écrivant. Quelle est l'attitude que vous recommanderiez, tiens, monsieur le professeur, à vos élèves, ou Mme El Saïdi, à vos clients, finalement L'attitude habituelle par rapport aux fake news, c'est de dire qu'il faut décortiquer, il faut analyser, il faut distinguer le vrai du faux. C'est extrêmement compliqué de faire ça. C'est pas à la portée de tout le monde, même les journalistes pour qui c'est l'ADN, passent énormément de temps à décortiquer le vrai du faux. Mais est-ce que quand on démonte, on renforce une fake news ? Tout à fait. Alors oui, ça, effectivement, quand vous faites circuler une information en disant « ne la croyez surtout pas », mais en la faisant circuler, il y aura énormément de gens qui vont y croire, d'autant plus si le « n'y croyez surtout pas » vient d'une autorités, comme les médias, comme les partis politiques ou d'autres institutions. Ça va renforcer la croyance en l'information par un effet qu'on appelle, puisque vous me dites que je suis un professeur de réactance en psychologie, c'est-à-dire qu'on va réagir, il va y avoir un effet rebond, la personne va avoir l'impression qu'on l'empêche de penser et va au contraire adhérer davantage à la fake news ou à l'information non authentique. Alors, une piste qui est sur la table, qui serait étudiée par Facebook, c'est l'idée de ne permettre le partage d'un article sur son réseau qu'après un certain laps de temps qui serait le temps supposé pour l'avoir lu finalement. Et donc, s'assurer que les gens au moins essayent de lire ou prennent le temps de lire. Est-ce que c'est une solution réaliste, utile, concrète, Madame El Saïdi, ou bien vous-même, comme experte, ça vous laisse un peu dubitatif ? Alors moi, comme experte, en tout cas face à mes clients, qu'est-ce que je leur dis toujours ? Comprendre, agir, réagir. Comprendre d'où ça vient, quelle ampleur ça a, quels sont les narratifs, quelles sont les communautés derrière. Et à partir de là, malheureusement, il n'y a pas une situation de désinformation. Évidemment, là, on trouvera des pistes. Après, sur ces questions-là de lecture, je vais surtout revenir à la proposition de résolution, que ce soit l'interdiction du ciblage aux mineurs. Là-dessus, je ne peux pas me positionner. Soit on est communiste, soit on est ultralibéral. Je suis ni l'une ni l'autre. Je ne peux pas me prononcer là-dessus. Néanmoins, une autre chose qui rentre dans ces propositions, c'est notamment le fait de marquer que ce soit Covid-19, élections US, il y ait une importance à marquer qu'on est dans un débat qui est sujet à marquer de la désinformation. À ce sujet-là, ça existe déjà. Et c'est toutes les publications sont avec ce message. Donc on se retrouve avec aussi, de l'autre côté, quand on vient avec une vérité, se dire « Ouh, peut-être qu'elle n'est pas vraie ». Et donc là, je pense qu'il y a encore matière à réflexion. Il y a des ONG qui travaillent là-dessus. En matière d'algorithme, il y a... Les banners en dessous d'une information qui est jugée fake news, c'est crédible ou pas ? On se souvient que Donald Trump a été carrément lui interdit du réseau social Twitter. Est-ce que ça lui a donné envie
envie d'agir autrement sur ce réseau social-là qui a un avis là-dessus sur l'utilité des banners? Ça lui a donné envie de légiférer, d'amener les gens au Sénat en leur disant « Eh là, vous êtes trop démocrate ». Donc les banners sur certains types d'informations, qui pense que c'est une bonne idée? Parce qu'il nous reste 3 minutes dans le débat, on a avancé. Qui pense que c'est une bonne idée? Qui pense que c'est une mauvaise idée? Monsieur Van den Burg? Moi, je pense que c'est une bonne idée, mais ça peut pas être tout. Je veux dire, il faut un faisceau de mesures. Donner un exemple rapide pendant les auditions qu'on a eues. La police fédérale, elle est venue nous présenter, par exemple, pendant la pandémie, tous les sites qu'ils ont dû retirer de Facebook parce que c'est des sites qui vous vendaient de la poudre de perlimpinpin pour guérir du Covid. Des sites vraiment officiels où on cliquait. Complètement, mais malheureusement, des gens se faisaient arnaquer. Eh bien, la police fédérale nous a dit, aujourd'hui, on a dû téléphoner à Facebook en Irlande au cas par cas pour enlever ces sites. Parce qu'il n'y a aucune base légale. Les banners, et donc ça, voilà aussi le problème. Les banners, c'est quelque chose que vous trouvez intéressant, utile, ou c'est une fausse bonne idée, s'il vous plaît? Je pense que les banners, ça ne peut pas faire du mal. C'est vrai que c'est insuffisant. Je crois qu'il faut... J'insiste sur le fait qu'il faut l'éducation, pas seulement des enfants, mais aussi même des politiques. Quand on regarde le comportement des gens sur Internet face à tout ce qui est cybercriminalité, cyberdanger, ça frappe aussi bien les politiques que les journalistes. Donc aujourd'hui, on a vraiment toute une éducation à faire et toute une série de risques à prendre en compte. Maintenant, ce qui me choque parfois, c'est qu'on part du principe que tout ce qui est inacceptable en ligne, c'est ce qui est de droite. Donc, il faut regarder aussi qu'il y a beaucoup de populisme et de désinformation, aussi bien de gauche que de droite, et qu'on doit tout cibler. Et moi, je crois que si on est capable, nous, autour de la table, de se dire qu'on a réfléchi par soi-même, ça, c'est important. Il faut se demander, est-ce que je peux croire ça et sur base de quoi? Une approche scientifique un peu de la vie, quoi. Il ne faut pas croire n'importe quoi. Très brièvement, monsieur. Je ne vais pas être binaire en disant c'est bien, c'est mal. Simplement, je vais quand même pointer l'un ou l'autre problème. Qui va décider qu'une information est vraie ou fausse? Selon quels critères? Vous savez, des fake news, on en trouve partout. J'en ai trouvé une dans votre rapport qui parlait de messages haineux décuplés. En 3 mois. Décuplé, ça veut dire multiplié par 10. C'est pas tout à fait juste. Il a été multiplié par 3. Okay. Donc il y a une fake news. Et donc à partir de quel moment vais-je, moi, mettre une bannière? On ne légifère pas sur les fake news. On ne dit pas... dans les recommandations, on n'en parle pas. Il y a le texte introductif qui précise que les messages haineux ont décuplé ces derniers temps. Alors, ce n'est pas tout à fait juste. Il nous reste une minute. Et je veux absolument, on l'a vu, il y a débat, qu'on ait un argument recevable. Jingle. Et bref, Madame Kanko, vous avez entendu un argument recevable, peut-être dans le chef de Gilles Van den Burg? J'ai entendu beaucoup d'arguments recevables. Je vais juste citer celle de l'expert à côté de moi par rapport... Oui, voilà, M. Collard, par rapport à qui va décider. Donc, il faut qu'il y ait des procédures qui prennent en compte la manière dont on suivrait les choses sur le terrain également, dans la vie offline, et qu'il y ait des possibilités de recours. Sinon, évidemment, on met trop de pouvoir d'un côté. Monsieur Collard, il nous reste vraiment 30 secondes, donc en 10 secondes, s'il vous plaît. L'idée de l'émancipation d'un côté et de la transparence nécessaire de la part des plateformes, c'est la condition nécessaire pour qu'il y ait une possibilité d'émancipation citoyenne. Manuela Saïdi. Alors moi j'ai entendu de très bonnes intentions et je reste en question sur l'opérationnalisation des choses et oui, sur comment on va faire face aux normes qui existent déjà en interne dans les secteurs, la hiérarchie des normes, comment techniquement tout ceci va être évalué, qui sera le représentant finalement des institutions ou d'une institution. Tout ça est le vrai débat en fait. Ok, Monsieur Van den Burg en 10 secondes s'il vous plaît. Oui, mais donc moi j'ai entendu beaucoup d'appels à l'éducation, à la formation des citoyens et des plus jeunes en particulier. Je suis tout à fait d'accord que c'est une priorité. Maintenant on sait bien que l'éducation n'est pas non plus... malheureusement certains n'ont pas toujours la bonne éducation. C'est pour ça qu'il faut aussi des règles, mais j'entends que l'éducation est évidemment aussi une priorité. Merci à tous les quatre pour ce débat. Riche, la semaine prochaine, un autre thème, beaucoup d'autres questions. Au Parlement européen pour les femmes en politique.